Bonjour à tous, même à ceux qui sont derrière nous. Vous êtes très nombreux, c'est très gentil d'être là. Bonjour Aurélie Jean. Bonjour, merci d'être venue. Vous êtes spécialiste en algorithmique. Si on est là aujourd'hui aux Idées Mènent le Monde, c'est pour une conférence autour de l'intelligence artificielle, des secrets de l'intelligence artificielle. Est-ce que dans un premier temps, pour débuter cette conférence, vous pouvez nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, simplement, ce que c'est aujourd'hui que l'intelligence artificielle ? Alors l'intelligence artificielle, c'est à la fois une discipline récente et ma foi ancienne. Donc vous utilisez tous les jours de l'intelligence artificielle sans même vous en rendre compte. Quand vous allez chez le médecin, quand vous faites un test biologique, quand vous prenez le train, quand vous prenez l'avion, quand vous passez un péage, quand vous faites un achat avec votre carte bancaire, il y a une IA qui va tourner derrière pour détecter des fraudes ou des choses comme ça. Et donc, il y a de l'IA qui fonctionne tous les jours. Aujourd'hui, on l'associe maladroitement aux réseaux sociaux systématiquement, mais en réalité, il y a des IA partout. Et l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle IA, c'est un mot que j'aime pas trop parce qu'en fait, on ne spécifie pas de quelle intelligence on parle. Et en fait, on parle d'intelligence analytique, parce qu'en fait, nous les humains, on a aussi de l'intelligence créative, émotionnelle, pratique, le bon sens. Et ça, il faut revenir à la théorie de l'intelligence des années 80 de Robert Sternberg, qui est un psychologue américain. Et donc, les intelligences artificielles, c'est quoi ? Ce sont littéralement des algorithmes qui sont des modèles mathématiques et numériques qu'on va construire sur des jeux de données. Les données représentant les scénarios sur lesquels l'algorithme va devoir répondre à une question, résoudre un problème, je vais vous donner des exemples après, et pour ensuite donc tourner pour répondre à une question. Donc je vous donne un exemple. Lorsque vous voulez par exemple identifier s'il y a un chien sur une photo, c'est un truc qui peut vous servir tous les jours, mais en fait il y a un algorithme qui va être entraîné sur des jeux de photos qui vont contenir ou pas des chiens, et l'algorithme va créer implicitement ce qu'on appelle des signaux faibles et forts, qui vont lui permettre d'identifier s'il y a un chien sur une photo, sur une nouvelle photo qu'il va avoir, sur laquelle il n'aura pas été entraîné. Petit détail tout de même, l'algorithmique, c'est une science. Moi, j'ai été formée à l'algorithmique, et en fait, c'est une science qui est très ancienne, puisqu'elle date de l'époque d'Euclide, 3 siècles avant notre ère, parce que les algorithmes avaient été initialement conçus pour être résolus à la main. Et Euclide, il a fait une œuvre qui s'appelle Les éléments. Donc, en fait, à l'époque, c'était pas des mathématiques, c'était de la géométrie. Les maths sont arrivés après. Donc c'était de la géométrie, il a défini des éléments, les éléments géométriques, la droite, le point, le segment, l'arc de cercle, etc., pour arriver, par des raisonnements algorithmiques, à démontrer des théorèmes, comme le théorème de Thalès, qui à l'époque où Thalès l'a exprimé n'était pas un théorème, mais un axiome, parce qu'il ne l'avait pas démontré. Et donc l'algorithmique est très ancien, et pour finir, le mot algorithme vient du 9e siècle de notre ère, donc bien après Euclide, 1000 ans, enfin plus de 1000 ans après Euclide, et ça vient du mathématicien perse, donc cette fois on est dans les maths, on n'est plus dans la géométrie, il s'appelle Al-Khwarizmi, et le nom latin algorithmie, en fait, vient de son nom à lui, puisque c'est aussi le père de l'algèbre qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Les algorithmes sans l'être humain, ils sont rien, il n'y en a pas, on est d'accord. Est-ce qu'on peut du coup dire que l'intelligence artificielle est liée à l'algorithme et que du coup l'humain reste quand même un peu maître de tout ça ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter d'une prise de pouvoir en quelque sens d'une potentielle intelligence artificielle sur l'humain ? Alors en fait, il y a, moi quand je l'explique aux gens, et c'est ce que je fais dans mes livres, je leur dis, alors déjà j'évite le mot IA qui fait peur, hein, intelligence artificielle, parce qu'en fait bon, on est beaucoup à dire que ce mot, il faut l'oublier, mais bon, on le dit quand même parce qu'il faut quand même qu'on ait des fonds de recherche et de l'argent. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait employer ? Alors algorithme, voilà, tout simplement. C'est moins sexy, mais bon. Et voilà. Pour la petite histoire, quand j'ai fait ma thèse il y a plus de 15 ans, la mode, c'était pas IA, c'était nano. Donc il fallait faire de la nano. Bon, moi, j'ai fait des nanomatériaux. Il y a des gens qui ont fait de la nano-économie. Il fallait faire de la nano pour avoir de l'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de l'IA. Mais bon, c'est rigolo. Et donc l'algorithmique, il y a toujours des humains. Alors il y a 2 types d'algorithmes. Je vous le fais vraiment grosso modo. 2 types d'algorithmes. Il y a les algorithmes qu'on appelle explicites, ceux dont on va expliciter la logique à la main. Donc, par exemple, on va définir des grosses équations mathématiques pour faire des calculs de la météo. Pour les prédictions météo, c'est des calculs, des grosses équations de la physique, des courants d'air, des courants marins, etc., ou des gradients de température. Puis vous avez les algorithmes implicites, ce qu'on appelle du machine learning ou de l'apprentissage machine, qui, eux, au lieu que nous, humains, on explicite la logique de fonctionnement de l'algorithme, donc les équations mathématiques ou les conditions, les arbres décisionnels, etc., ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner, en fait, il y a un solver générique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va donner à cet algorithme des jeux de data, en fait, qui représentent les scénarios sur lesquels l'algorithme va devoir répondre à une question. Et par entraînement, par un calcul d'optimisation, l'algorithme va pouvoir détecter les signaux faibles et forts qui lui permettent de reconnaître, après, de répondre à la même question sur une data nouvelle. Le cas du chien, je reviens là-dessus, c'est très simple. Quand vous voulez identifier la présence d'un chien sur une photo, eh bien, il n'y a pas d'algorithme explicite pour le faire.
Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas expliciter ce qu'est un chien sur une photo. Vous ne pouvez pas mathématiser le problème. Alors vous allez me dire, bah si, c'est facile, un chien, il a 2 oreilles, il a un pelage qui va donner une texture particulière à la photo, etc. Mais moi, je vous dis que ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, parce que ça ne va pas toujours marcher, mais surtout, vous risquez de confondre chien, enfin l'algorithme, chien, chat, loup, renard. Donc ça ne va pas marcher. Et peut-être vous allez confondre chien et un de vos amis à vous, ce qui serait dommageable. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, gros scandale, voilà. Donc, au lieu de faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'algorithme implicite. C'est-à-dire qu'on va donner à l'algorithme plein de photos, des dizaines de milliers de photos, ou bien plus même, et des photos qui vont contenir ou pas un chien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va labelliser chaque photo en disant oui ou non, est-ce qu'il y a un chien ou pas. Et l'algorithme, du coup, va pouvoir, c'est un calcul de rétropropagation, mais peu importe, par optimisation, on va pouvoir identifier en fait tous les signaux qui lui permettent à la fin d'arriver à identifier sur une nouvelle photo sur laquelle il n'aura pas été entraîné, d'identifier s'il y a ou pas un chien. Et donc on atteint la convergence du calcul lorsque l'algorithme a atteint une efficacité suffisante. Donc l'humain, il est toujours là, parce qu'il est là soit pour définir les critères, les équations mathématiques ou autres, soit pour aller décider des jeux de données qu'il va fournir à l'algorithme sur lequel il va entraîner. Et puis aussi, l'humain, il est là parce que même si l'algorithme crée sa logique de fonctionnement de manière implicite, automatique, l'humain, c'est lui qui décide si oui ou non l'algorithme fait le job. L'humain, c'est lui qui décide si le jeu de données est satisfaisant. L'humain, c'est lui qui va décider de formuler quel va être le problème qu'on va souhaiter résoudre, comment on le formule ce problème. Et toutes ces choses-là sont importantes parce qu'on entend souvent, en fait, enfin souvent, il y a quelques c'est vraiment une minorité d'ingénieurs ou de scientifiques, et c'est souvent des gros acteurs qui font « oups, pardon, on n'a pas vu ». Le « oups » n'existe pas. La politique du « oups » est inacceptable parce qu'en fait, ça arrive de faire des erreurs. Ça arrive d'avoir donné un mauvais jeu de données à un algorithme qui, du coup, va être biaisé, qui va, par exemple, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les individus à peau noire. Parce qu'en fait, à l'algorithme, on n'avait donné que des photos d'individus blancs. C'est une erreur qui arrive lorsqu'on est une communauté une équipe qui développe cet algo, qui est principalement composée d'individus blancs, dont on fait partie, vous et moi, et donc on peut ne pas penser en fait aux individus de couleur, ce qui est une erreur grave. Mais si on avait justement pensé à faire des tests ou à regarder les jeux de données, etc., on aurait vu ce biais. Donc en fait, il y a toujours des individus derrière des algorithmes, et surtout, il ne faut pas l'oublier, il y a des individus à la fin qui utilisent ces algorithmes, ces outils, et nous tous ici, en fait, on a un rôle, parce qu'en comprenant qu'une technologie d'IA ou algorithmique tourne, et en comprenant ce qu'elle fait, c'est-à-dire ce qu'elle vous donne à vous comme suggestion, vous êtes du coup en meilleure position pour pouvoir contredire cette suggestion, la rejeter éventuellement, ou y adhérer, mais en tout cas comprendre et poser les bonnes questions qui vous permettent d'être dans un rôle beaucoup plus actif que passif, et du coup de challenger ceux qui conçoivent ces technologies. Voilà. On va parler de ChatGPT, qui est, je pense, la plus connue des algorithmes, pour ne pas dire intelligence artificielle. Ça fonctionne comme ça. Comment on peut le challenger, ChatGPT ? Alors ChatGPT, c'est la différence qu'il faut faire entre la technologie et l'application. Une technologie, dans ChatGPT, c'est ce qu'on appelle les agents conversationnels, des modèles de langage. ChatGPT, c'est une application. Une application, donc c'est un logiciel, grosso modo. Derrière, vous avez un algorithme qui s'appelle GPT, qui, lui, en fait, est la technologie. Les technologies d'agents conversationnels existent depuis longtemps. La différence aujourd'hui avec l'application de ChatGPT, c'est que l'algorithme a été entraîné, donc c'est un algorithme implicite qui a été entraîné sur près de 200 milliards de paramètres. C'est énorme. Et ce qui permet d'ailleurs à l'algorithme de capter plein de signaux faibles et forts et de pouvoir vous générer une réponse en fonction d'une requête de votre part avec une assez bonne exactitude. Maintenant, cela étant dit, on voit qu'il y a des erreurs qui sont faites. Il y a des challenges en fait avec ChatGPT. Alors comment vous pouvez le challenger aussi, vous ? C'est facile. Hein. Vous pouvez par exemple lui poser des questions à l'outil, rentrer une requête et vous rendre compte que la réponse qui est fournie, par exemple, n'est pas bonne. Parce qu'il y a des erreurs. Pourquoi ? Parce que l'algorithme, il a été entraîné sur un jeu de données textuelles, sur des textes qui sont majoritairement d'Internet, et une toute petite part sur des bases de données ouvertes et des textes ouverts, par exemple des textes littéraires ou autres, qui sont maintenant dans le domaine public, ou encore sur des pages Wikipédia.
Mais la majorité, c'est Internet. Et les challenges qu'il y a derrière ça sont d'une part l'exactitude et la justesse de la réponse, parce qu'on sait qu'Internet, tout ce qui est sur Internet n'est pas vrai, vous le savez. Hein. Si vous tapez dans un moteur de recherche « Pourquoi la Terre est plate ?», la réponse ne va pas forcément être « Mais attention, la Terre n'est pas plate ». Non, on va vous donner plein de raisons et plein de sites où on va vous expliquer pourquoi la Terre est plate. Ce qu'on appelle un biais de confirmation à cause du résultat de la recherche. Ce sera pareil avec ChatGPT. Alors après, ils ont mis des conditions explicites pour faire qu'on appelle des guards, quoi, pour faire attention à ces sujets-là. Mais quand même, si vous rentrez par exemple pourquoi la femme est 10 fois supérieure à l'homme, ChatGPT va faire une réponse politiquement correcte en disant ce n'est pas exactement ça. Voilà. Ce qui est bon, voilà. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que ChatGPT, vous pouvez le challenger comme ça, mais ChatGPT va vous donner des réponses parfois approximées, va vous donner des choses qui ne sont pas forcément correctes. Et c'est là tout le défi de ces outils-là, c'est que ChatGPT, en fait, on ne sait pas sur quelles données exactement il a été entraîné, et on ne sait pas comment l'algorithme a été validé, comment il a été testé. Et toutes ces choses-là, en fait, portent à des interrogations. Et un gros challenge de ChatGPT, je dirais, c'est aussi comment on l'utilise. C'est-à-dire que moi... C'est ce que j'allais demander. Dans quelle mesure on doit l'utiliser ? Comment, du coup, on doit s'en servir ? Parce que c'est quand même une technologie qui peut être utile. Comment on doit l'utiliser, nous, citoyens lambda mais moi, je trouve que c'est une technologie qui est incroyable pour faire plein de choses. Typiquement, si vous avez... moi, je m'en sers, par exemple, pour les citations. Quand j'ai une idée de citation, tu dis, quelqu'un a dit ça, mais qui l'a dit déjà ? Je rentre et je dis qui a dit, et puis je donne la citation, et après je fais Vous vérifiez je fais une validation croisée, c'est-à-dire que je vais croiser avec une autre manière de valider dans un moteur de recherche ou autre. Mais voilà, donc ça c'est une manière. Il y a des gens qui vont l'utiliser, par exemple, ils vont avoir un texte qu'ils ont écrit et ils veulent le reformuler pour qu'il soit plus neutre. Vous voyez, des choses comme ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, il y a des enjeux, les enjeux légaux par rapport à la propriété intellectuelle des contenus sur lesquels il a été entraîné, parce qu'on a vu qu'il y avait du plagiat et que dès que vous avez quelque chose sur Internet, en fait, il peut vous le prendre et l'utiliser. Mais par exemple, moi, ce que j'ai créé sur Internet, mais ça ne vous appartient pas, ça m'appartient. Vous voyez, donc c'est toutes ces questions-là qui ne sont pas encore résolues, et tant qu'ils ne partageront pas strictement les données sur lesquelles l'algorithme a été entraîné, on n'aura pas de réponse à ça. Puis, donc là, et puis il y a un petit vide juridique concernant ce sujet. Et puis voilà. Et puis comment l'utiliser ? Moi, ma crainte, c'est davantage la perception qu'on a de l'outil. C'est-à-dire que souvent, j'entends des gens anthropomorphiser l'outil. Donc un caractère anthropomorphique, c'est le ramener à des traits humains. J'entends des gens qui me disent « ChatGPT m'a dit que » ou « ChatGPT, il m'a impressionné » ou « ChatGPT m'a menti ». En fait, ChatGPT, c'est un outil. Donc c'est pour ça, par exemple, quand les gens disent « il m'a dit » ou ChatGPT est un outil qui génère, c'est une IA générative. Donc il génère une réponse en fonction d'une de vos requêtes, d'une de vos questions, d'un commentaire. Et donc ça, c'est un point important, c'est que j'ai plus peur du risque que nous, humains, en fait, on donne un caractère humain à la technologie qui n'en a pas, et que du coup, on lui fasse confiance de manière absolue. Or, la confiance n'est que vis-à-vis d'un humain et pas vis-à-vis d'une machine. Premier point. Et c'est la manière dont l'outil fonctionne aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ChatGPT. Lorsqu'il génère sa réponse, vous avez 3 petits points qui apparaissent, comme si quelqu'un était en train de taper derrière. Ça s'appelle de la manipulation cognitive, parce qu'on sait que plus on va tendre vers des caractères anthropomorphiques, plus l'utilisateur va adopter la technologie massivement. Donc c'est aussi des choses comme ça qui doivent être réfléchies, tant d'un point de vue de la régulation que d'un point de vue du dimensionnement et des utilisateurs. Et c'est pour ça que moi j'essaie aussi d'expliquer aux gens, ça s'appelle l'effet ELISA, pour que les gens sachent en fait. Je vais peut-être raconter 2 secondes ce petite anecdote. On je a trouve du ça temps. Vraiment passionnant. Enfin, je parle beaucoup, excusez-moi, mais je trouve ça vraiment passionnant. Vous êtes là pour ça, figurez-vous. En fait, ELISA, c'est le nom du premier chatbot à l'écrit, qui date de 1967, qui a été développé au MIT à Boston. Et c'est le professeur Weizenbaum qui l'a développé avec son équipe. Et c'est un chatbot qui était hyper simple, alors pas du tout, vraiment algorithme explicite le plus simple du monde, qui faisait 2 choses. Donc c'était un algorithme, c'était un programme de recherche, un chatbot, un agent conversationnel qui conversationnait à l'écrit avec des patients en psychothérapie. Et le patient, dès qu'il disait quelque chose, le chatbot reformulait la phrase du patient sous forme de question. Par exemple, lorsque le patient disait « Petit, je ne m'entendais pas avec mon frère », le chatbot écrivait « Petit, vous ne vous entendiez pas avec votre frère ?» point d'interrogation. Voilà. Et donc, du coup, la personne reformulait voilà. Et puis, de temps en temps, le chatbot disait « Je vous comprends ». Voilà. Donc,
Après, ça vous donne, après vous dites, mais quelle est la valeur du psychothérapeute du coup? C'est une vraie valeur, une vraie valeur, une vraie valeur. Et donc, mais vraiment, je vous le dis sincèrement. Et donc, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que l'expérience n'avait pas été faite, c'était pour essayer de comprendre le rôle du psychothérapeute. Mais en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'alors que les patients savaient qu'ils parlaient à une machine, qu'ils conversationnaient à l'écrit avec une machine, très vite, le patient développait de l'empathie pour la machine. Voilà. Parce que la machine reformulait sous forme de questions, parce que la machine avait l'impression d'en avoir à faire des propos du patient, et le fameux « je vous comprends », qui ne peut pas être quelque chose d'une machine. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a, du coup, à partir de ce jour-là, on a parlé d'effet ELISA pour parler de l'effet d'une émotion spontanée envers une machine qui a des traits humains. Ces traits peuvent être physiques, donc un robot humanoïde. Quand vous regardez un robot humanoïde, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous développez de l'empathie envers ce robot, parce qu'il a une forme humanoïde. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Boston Dynamics, qui développe des petits robots pour aller sur des terrains minés, pour aller déminer, pour aller chercher des gens, pour faire des films sur des terrains de bataille ou autres. Et en fait, ça a la forme littéralement de chien avec des pattes. Enfin, moi, je vois un chien. Déjà, j'anthropomorphise moi-même. C'est pas un chien du tout, mais moi, je vois un chien. Et en fait, ils testent ces robots de façon à s'assurer qu'ils puissent continuer à marcher sur des terrains minés, même s'il y a une explosion ou s'ils sont à terre. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils les balancent à terre de tous les côtés. Et quand vous voyez les vidéos, moi, ça m'a fait mal au cœur, parce que je vois un chien. Voilà. Et ça, c'est l'effet ELISA. Donc, je connais, donc je dis, OK, c'est l'effet ELISA, Aurélie, c'est juste un robot, c'est pas un humain ou un chien ou quoi que ce soit d'autre. Et en fait, je dis ça parce que l'effet ELISA, c'est humain. On a tous, en fait, de l'empathie pour quelque chose qui ressemble à un humain. Et ça peut être donc par la forme, comme je viens de dire là, ou un animal, ou voilà. Mais ça peut être aussi par les éléments de langage. Et ChatGPT, ce sont les éléments de langage. Par exemple, mais il y a des choses qui ont été faites explicitement dans l'algorithme pour s'assurer que les gens ne tombent pas trop dans la confusion. Par exemple, mais ils auraient pu enlever les petits points, mais ça c'est bon. Mais par exemple, c'est est-ce que tu as des émotions? Posez-lui la question. Enfin, déjà, posez-lui la question, déjà, c'est une anthropomorphisme, mais tapez cette question et vous aurez comme réponse générée « Je ne peux pas avoir d'émotions, je suis une intelligence artificielle ». Donc voilà, on fait des efforts mais il y a encore beaucoup à faire parce qu'on sait que cet effet ELISA, c'est aussi un moyen pour faire adopter massivement une technologie en jouant sur nos émotions à nous humains. Donc, faire très attention. On va rester dans le domaine des émotions en basculant sur les algorithmes. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. C'est souvent associé aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait qu'on a des algorithmes sur ces réseaux sociaux qui nous font voir ce qu'on aime. Tout à l'heure, avant la conférence, vous me parliez du fait que vous likez beaucoup de vidéos de petits chiens, de petits chats. C'est un secret. Du coup, pas le dire. J'accepte ma sentence. Et que du coup, vous n'aviez que ça. Ça, c'est un danger. Comment on fait pour se protéger de ça, si c'est possible ? Alors déjà, les algorithmes dont vous parlez sont des algorithmes de recommandation qui vont vous suggérer des choses à voir en fonction de qui vous êtes. Et dans le qui vous êtes, l'algorithme il est capable de détecter des choses dans votre comportement. Donc il y a votre profil statique. Sur certains réseaux, on va savoir votre âge, on va connaître si vous êtes une femme ou un homme, on va savoir votre localisation, si vous êtes en France, à Paris, si vous êtes en Angleterre, si vous êtes en Italie ou ailleurs. Tout ça dit des choses sur vous. Et puis après, vous avez votre comportement, votre profil dynamique. Ce que vous avez tendance à aimer. Si vous aimez, comme moi, beaucoup les petits chiens et les petits chats, vous allez avoir que des petits chiens et des petits chats. Après, moi, je le fais exprès sur Twitter parce que je trouve qu'il y a tellement de choses horribles sur ce réseau qu'en likant que des petits chiens et des petits chats, comme ça, quand j'y vais pour aller regarder de temps en temps ou poster mes articles, je vois des petits chiens et des petits chats, je trouve ça plus sympa. C'est un peu réconfortant. Voilà, ça me réconforte, ça me calme un peu, je pose mon truc, mais au moins, je vois des petits chats et des petits chats, ça me fait du bien. Voilà. Donc, c'est une manipulation de ma part, si je puis me permettre. Mais en fait, ces algorithmes de recommandation sont nécessaires. Si vous allez sur ces réseaux sociaux et s'il n'y avait pas d'algorithme de recommandation, vous verrez des choses de manière aléatoire qui ne vous intéressent jamais. Donc ces algorithmes de recommandation, ils sont nécessaires. Le problème qu'on a aujourd'hui, dans certains réseaux, la plupart en tout cas, c'est que ces modèles de suggestion, de recommandation, s'appuient, réconfortent, satisfont en fait un modèle de génération de revenus pour ces plateformes qui est lié à notre attention, à notre temps passé sur ces plateformes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez passer plus de temps, il y a eu plein d'études qui ont démontré que vous passez plus de temps sur ces réseaux sociaux si vous ne voyez que du contenu auquel vous adhérez, que vous aimez, comme moi, les petits chiens et les petits chats. Voilà. En même temps, les petits chiens et les petits chats, ça ne menace pas l'humanité. Mais bon, voilà. Et je vous dis ça parce que, du coup, qu'est-ce qui se passe avec ces algorithmes de recommandation? C'est que ces algorithmes de recommandation vont s'appuyer sur un algorithme qu'on appelle de catégorisation. Donc on va classer les utilisateurs
je prends Twitter, Wix. Voilà. On classe les utilisateurs en fonction de leur profil, donc ce qu'ils aiment, voilà, etc. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a on se dit, les gens d'une classe se ressemblent. Et donc, en théorie, il y a de fortes chances que si vous et moi, on appartient à la même classe d'utilisateurs, ce que vous avez aimé hier, il y a de fortes chances que je puisse l'aimer aussi. Et donc, du coup, en faisant ça, on va commencer à faire des catégories d'utilisateurs plus en plus petites et qu'on appelle plus rigides. C'est-à-dire que moi, Aurélie Jean, il y a peu de chances que je passe d'une classe à une autre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais voir toujours que les mêmes contenus. Et donc, ça s'appelle l'effet bulle. Et ça a été théorisé par Ellie Pariser aux États-Unis. Et ça s'appelle, en anglais, c'est the filter bubble, mais en français, c'est l'effet bulle. Et en fait, on va être dans une bulle d'observation et d'opinion du monde. Les bulles, elles ont toujours existé dans la société. On est tous dans des bulles, de par notre famille, où on habite, etc. Bon, nos études et autres. Bon. Mais là, en fait, la bulle, elle est beaucoup plus rigide et on ne s'en aperçoit pas, on l'oublie. Et donc, par conséquent, si je reprends l'idée du départ de cette fameuse Terre, la Terre est plate, il y a de fortes chances que vous apparteniez à une bulle, à une classe, dans laquelle la majorité écrasante des gens pensent que la Terre est plate. Donc, vous allez recevoir des contenus qui vous disent que la Terre est plate, donc par biais de confirmation, vous allez véritablement penser que la Terre est plate. Et donc, ce qui est dommageable, c'est que on comprend du coup que toutes les théories du complot se propagent beaucoup plus rapidement, les fausses nouvelles vont se propager beaucoup plus rapidement, et on sait qu'à des fins politiques, ça a été utilisé. Et puis, il y a un autre point qui n'est pas lié à la bulle, mais qui permet d'attirer les gens sur les réseaux, c'est qu'on sait aussi que la haine et les contenus transgressifs, donc polémiques, violents, vont être davantage partagés et regardés. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord, si vous voyez un contenu qui est choquant, vous allez le regarder, vous pouvez éventuellement le commenter, même si vous n'êtes pas d'accord. Donc il y a un côté primaire, en fait, dans notre réaction sur ces réseaux. Et donc ces plateformes jouent avec ça pour pouvoir générer un maximum de revenus liés à votre temps passé sur ces plateformes et à votre engagement. Et c'est là où, en fait, moi, je crois beaucoup qu'on est à la fin de ce modèle. Ça ne peut plus marcher au regard de deux choses. Certes, des menaces intrinsèques à ce phénomène qui sont des menaces liées à la démocratie, parce qu'on va perdre notre libre arbitre, on va tomber dans des croyances, donc c'est très dangereux. Mais aussi pour des raisons réputationnelles, parce que ce risque-là, il existait déjà il y a 5 ans, 10 ans. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, la réputation de ces plateformes, les gens le savent maintenant. On en parle, et ils ont tout intérêt, en fait, à faire ce pas de côté pour changer leur modèle de revenu. Ça, c'est ma conviction. Donc l'idée, c'est de liker des petits chats, mais des chaussures ou oui, alors après, des paysages. Si on veut il faut être conscient, en fait, voilà, de l'algorithme qui se cache derrière l'application. Il faut être conscient des gens qui ont développé l'algorithme qui derrière cette application et qui ont décidé que l'algorithme allait fonctionner ainsi. Parce que l'algorithme n'est pas coupable. Et donc, je vous donne un exemple pour essayer de sortir de votre bulle, pour casser un peu l'effet bulle. Par exemple, moi, je dis toujours aux gens, pendant les périodes d'élection, suivez tous les candidats, pas seulement le candidat qui vous intéresse. Parce qu'en suivant tous les candidats, vous aurez les contenus de tous les candidats et vous aurez aussi des contenus que les gens qui les soutiennent auront postés et qui seront beaucoup partagés, du coup, qui auront un taux de visibilité supérieur aux autres et que vous allez voir, parce que ça vous permet de sortir de votre bulle, de savoir ce que les gens pensent, peut-être de remettre en question vos propres convictions, ou en tout cas de les nuancer. Et moi, je dis toujours, suivez tout le monde, par exemple. Après, j'ai envie de dire, ne nous appuyons pas que sur ces réseaux pour créer son opinion. C'est aussi important. Et c'est là où, paradoxalement, alors que les messages qu'on entend ne sont pas vraiment ce que ça dit, mais moi je pense que le métier de journaliste est un métier d'avenir. Parce qu'on n'a jamais eu autant besoin... Vous me rassurez. Voilà. On n'a jamais eu autant besoin de journalistes qu'aujourd'hui. Et c'est incroyable. Pourtant, on a un courant qui laisse penser que justement des intelligences artificielles, des algorithmes, peuvent écrire des articles à notre place. Les secrétaires de rédaction qui relisent nos articles, tout cela vont être peut-être remplacés par des correcteurs orthographiques qui sont d'ores et déjà un peu présents. Pourquoi c'est un métier d'avenir ? Alors, en fait, pour ça, pour la petite histoire, en 2017, moi j'étais scientifique à Bloomberg, à New York. Bloomberg, on dit. Voilà. Et en fait, j'ai fait des IA génératives dans le journalisme. Donc j'ai créé en fait des petits modèles, entre autres, on avait un projet de 6 mois là-dessus, où j'ai créé des modèles qui allaient détecter des signaux faibles dans les flux de données économiques et financières. Et dès qu'on détectait un signal faible, j'avais un modèle qui générait un article de presse, un titre, une phrase. Et c'était marqué « Automated News », actualité automatique. Comme ça, les gens savaient qu'ils lisaient un article automatique. Le journaliste économique recevait une alerte. Du coup, le journaliste économique avait 20 minutes de plus pour faire un article plus de fond.
et de structure, d'analyse que seul lui était capable de faire, avec sa patte. Et après, son article était poussé, et ce qu'on a réalisé, c'est que les gens qui avaient lu l'article automatique lisaient quasi systématiquement l'article du journaliste. Donc on a augmenté le taux de lecture du journaliste économique. Et je dis ça parce que ce que j'ai fait n'a pas tué le journalisme. Ce que j'ai fait l'a révélé, et par ailleurs, il y a déjà des outils de génération d'articles, pour les articles sur la météo, les articles sur le sport pendant un match, quand vous avez des petits news qui disent Marseille a mis un but contre je sais pas qui, en fait, c'est pas un journaliste qui écrit, c'est un truc automatique déjà. Donc en fait, oui, il y aura des IA pour aller peut-être améliorer un article, oui, mais en fait, le journaliste, c'est pas quelqu'un qui crache du texte. Et c'est une erreur de penser ça. Il y a peut-être une plus-value, cette plus-value que n'a pas l'appareil. Mais bien sûr, le journaliste, il a une intention, ce que n'a pas une machine. Il a des connaissances, il a la capacité de détecter des signaux propres à l'émotionnel ou des signaux faibles que la machine ne pourrait pas forcément voir. Le journalisme, il fait de l'investigation. Le journalisme, il va à la rencontre des gens. Et par ailleurs, l'IA peut l'aider dans son quotidien. Je ne sais pas si vous avez vu le film Spotlight. Qui l'a vu ? Vous l'avez vu, Spotlight ? Ouais, il y en a. Je vous conseille de voir Spotlight. C'est un film qui est sorti il y a presque 10 ans, je crois, ou 8 ans. Oui. Et qui se passe à Boston. Et Spotlight, c'est le nom d'une équipe de journalistes du Boston Globe, qui est un journal de Boston, et qui était en charge d'aller faire de l'investigation sur les affaires qui avaient été classées sans fin. Et en fait, cette équipe de journalistes, dedans, il y a un journaliste qui s'appelle Matt Carroll. Et Matt, qui est un copain à moi, donc je suis super fière. Et Matt, en fait, donc c'était dans les années 90. Maintenant, il est professeur de journalisme orienté par la data à Northeastern. Mais Matt, en fait, ce qui est intéressant, c'est le petit moustachu dans le film. C'est qu'à l'époque, il y avait une affaire de pédophilie dans l'église catholique de Boston. Et grâce à la data, il a pu collecter de la data, faire des croisements automatiques. Et il s'est rendu compte que d'une affaire à Boston, cette affaire de pédophilie est devenue une affaire mondiale. En fait, il s'est rendu compte de tous les croisements, de tous les liens, en fait, entre les prêtres et les familles, et bref. Et grâce, du coup, à cette data, ils ont pu, d'une part, résoudre cette affaire, mais d'autre part, de la révéler à une échelle qu'ils ne soupçonnaient pas au départ. Et Matt Carroll, c'est l'un des premiers journalistes au monde à avoir utilisé la data et des modèles algorithmiques très simples, mais quand même, c'est les années 90, pour arriver, en fait, à détecter des signaux que lui n'était pas capable de détecter en tant qu'humain. Et donc c'est un très bel exemple. Et tout le travail qu'ils font dans le film, c'est d'aller voir les victimes, d'aller parler aux gens, d'aller dans le quartier. Et ça, il faut qu'un humain le fasse. Ça rejoint un petit peu l'actualité d'il y a quelques mois avec les sénateurs qui ont fait grève aux États-Unis. Les scénaristes. Les sénateurs. Pardon. J'aimerais bien que les sénateurs fassent grève. Peut-être un jour, on ne sait pas. Les scénaristes qui ont fait grève, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Parce que ça rejoint ce sujet où l'humain apporte une plus-value. Chacun fait son travail, en fait. C'est une excellente remarque. Et je vais vous donner un truc que les gens ne voient pas forcément. Donc moi, j'habite majoritairement à Los Angeles. Donc j'ai des amis scénaristes qui faisaient grève depuis le mois de mars. Et ça a été une période très compliquée pour eux. Et ils faisaient grève pour 2 raisons. La première, qui est la grosse raison, c'était de revaloriser leurs droits d'auteur, puisqu'en fait... vu que maintenant ils écrivent pour des séries et des films qui sont sur des plateformes, les plateformes ne leur donnent pas la popularité de leur film ou de leur série, et donc ils reçoivent de l'argent mais ne savent pas à quoi correspond cet argent. Je vous explique, quand vous écrivez un livre ou quand vous faites un film, en fait vous recevez ce qu'on appelle des droits d'auteur ou des royalties aux États-Unis, et en fait c'est une proportion au regard en fait de comment le film ou le livre a marché. Donc vous recevez, on vous dit le film a fait tant d'entrées, vous gagnez tant, enfin il y a une transparence en fait. Là il n'y a pas ça, parce que les plateformes ne veulent pas donner la popularité. Et à la fin les scénaristes voient qu'ils n'ont pas grand-chose, donc ils disent il faut revaloriser ça, il faut qu'on comprenne d'où vient ce chiffre. Première raison principale. Puis il y a une deuxième raison, et qui a, je pense, été mal interprétée par le grand public et les médias, alors que les scénaristes sont très intelligents. Ils disaient, voilà, nous, on ne veut pas que l'IA nous remplace. Et pourquoi c'est important ? Parce que moi, j'ai un ami, Mark Blutman, qui est un scénariste à LA, qui m'en a beaucoup parlé. Il me dit, mais nous, Aurélie, on n'a pas peur de l'IA. On sait que l'IA ne peut pas faire notre job. L'IA va nous aider. Elle nous aide déjà, parce qu'elle peut donner des éléments, des prémices. Par contre, on n'a pas peur de l'IA. Par contre, on a peur des directeurs exécutifs de grosses productions américaines qui, eux, vont décider de prendre des IA à notre place. C'est ça dont on a peur. Mais c'est intéressant parce qu'eux connaissent leurs vraies valeurs créatives,
parce que ce sont des IA génératives et non créatives, mais en fait, vous aurez toujours un être humain pour décider de dire non, on va remplacer tout le monde par des IA. Bah ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Et petit détail, vous allez comprendre pourquoi l'histoire se répète. La dernière grosse grève des scénaristes, avant celle-ci, elle date des années 2000, et c'était à cette époque où les scénaristes demandaient à avoir des droits d'auteur. Avant, ils étaient payés sur un taux fixe et ils se demandaient à avoir des droits d'auteur. Donc maintenant, ils ont des droits d'auteur. Mais c'était une énorme grève, ça a duré très longtemps, et il s'est passé ce qui s'est passé cette année-là, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de films, plus de nouvelles séries, plus rien. Plus de shows à la télé, plus rien, parce que les scénaristes écrivent tout, quoi. C'est incroyable, ils ont une valeur ajoutée énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu l'apparition de la télé-réalité. Les gens ne le savent pas, mais aux États-Unis, les gens ont commencé à dire on va mettre des caméras chez les gens, on va prendre des stars ou des pas stars, et puis on va faire des trucs, ça va marcher. Ça a cartonné. Du coup, les producteurs se sont dit on n'a plus besoin de scénaristes, on a la télé-réalité. Sauf que ça n'a pas marché longtemps. Et les scénaristes, ce qui est très drôle, c'est quand ils sont revenus et qu'ils ont pu négocier leurs termes de leur grève, ils sont revenus et ils ont commencé à scénariser la télé-réalité. Donc c'est une belle revanche, vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, posez-vous la question, les scénaristes, c'est des gens qui sont incroyables. Et petit détail, moi je suis rentrée une fois dans ce qu'on appelle une creative room. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des scénaristes pour une série, vous avez plusieurs scénaristes qui travaillent sur une série ou un film, et ils sont dans une pièce qu'on appelle des salles créatives, et ils sont enfermés dans cette pièce, et ils doivent, par exemple pour une série, pour un épisode, ils doivent à la fin de la journée trouver des éléments de scénario de cet épisode. Et dans cette pièce, il se passe un truc formidable, où les gens vont parler, vont dessiner, vont commencer à parler plein de trucs, un truc qui n'a rien à voir avec la série, ça peut s'engueuler, voilà. Ils peuvent chanter, enfin peu importe, et à la fin, ils tombent sur des éléments, et ils trouvent un truc qui est réellement créatif et inventif et nouveau. Et je dis ça parce que ça, c'est proprement humain. Et tout à l'heure, on parlait de l'intelligence analytique artificielle, parce que c'est ça que l'intelligence artificielle reproduit. Il y a vraiment, pendant très longtemps, on a pensé que l'intelligence, c'était purement analytique. Pendant très longtemps. Jusqu'à créer ce fameux QI. Vous savez, le quotient intellectuel, qui est une invention française, d'ailleurs, il faut le savoir. On était forts. Et en fait, ce QI, il a eu plein de versions. Et puis, excusez-moi, mais pendant très longtemps, on s'est dit quelqu'un est intelligent s'il a un bon QI. Ce qui est idiot. Pourquoi ? Parce qu'après, dans les années 80, il y a ce fameux Robert Sternberg qui a dit moi, je pense, en fait, il y a d'autres composantes de l'intelligence. Il y a aussi il y a l'intelligence analytique, puis il y a l'intelligence créative et émotionnelle, et il y a l'intelligence pratique, le fameux bon sens. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que toutes les intelligences devraient être mesurées à part égale pour mesurer les capacités intelligentes d'une personne. Et pas seulement ses capacités analytiques, de raisonnement analytique. L'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle maîtrise que l'analytique. Elle va pouvoir simuler d'autres composantes, mais pas les maîtriser. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, si un agent conversationnel comme ChatGPT vous dit « je t'aime », il ne ressent pas les émotions sous-jacentes à cette déclaration. Vous voyez ? Alors quand j'ai dit ça à un ami à moi, Thomas d'Outrepont, qui est philosophe, je lui ai dit tu comprends, là la machine ne peut pas ressentir ce qu'elle dit. Il me dit mais Aurélie, quand quelqu'un te dit je t'aime, tu ne sais jamais s'il ressent ce qu'il dit. Voilà. Et je me suis dit ouais, mais là tu es en train de casser mon argument. Voilà, donc j'ai trouvé une autre raison depuis. Difficile de rebondir là-dessus. Non, j'ai trouvé. C'est la théorie, faut revenir à Spinoza. En fait, c'est Damasio, qui est un neuroscientifique américain portugais, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Spinoza avait raison, et qui, moi, je l'ai lu cet été, ça m'a complètement ouvert l'esprit. En fait, j'ai essayé de trouver l'argument qui dit qu'une machine n'aura jamais d'émotion. Et en fait, Damasio dit, si on revient à la pensée de Spinoza, qui est de dire que le corps et l'esprit ne font qu'un et ne sont pas séparés, contrairement à Descartes qui sépare le corps et l'esprit, Spinoza dit le corps et l'esprit vont ensemble, et partant de ce principe, un esprit a besoin d'un corps pour vivre. Et donc, tout ça pour dire, Damasio tire ça vers la neuroscience en disant une émotion, c'est tout simplement la réaction d'un stimuli extérieur que notre corps reçoit et va traduire en fait par une pensée. Et typiquement, vous êtes malheureux parce que vous voyez quelque chose de triste, si vous arrivez quelque chose, vous avez mal parce qu'on vous a fait mal physiquement, etc. Et c'est une émotion qui va potentiellement se traduire en sentiment quand vous la conceptualisez et la conscientisez, mais au départ, c'est une émotion. D'ailleurs, les animaux ont des émotions comme nous, parce que justement, c'est une réaction d'un stimuli extérieur. Et donc, partant de là, il dit, pour avoir des émotions, il faut un corps. Il faut un corps organique, naturellement composé. Donc, partant de ce principe, une machine ne peut pas avoir d'émotions. Voilà.
C'est pas moi, c'est Damasio. Hein, oui, mais c'est très bien expliqué. Et Spinoza. On va rebondir un petit peu sur... tout à l'heure, vous avez employé le terme de data. On peut expliquer un petit peu ce que c'est que des data. Et surtout, on parlait aussi tout à l'heure de la propriété que ChatGPT allait chercher dans des textes qui n'étaient pas forcément de sa propriété. Aujourd'hui, il y a aussi des applications avec lesquelles on peut mettre une photo, se vieillir, se rajeunir, une photo d'un stade et il nous montre un superbe stade différent à l'image d'un club de sport, par exemple. Quand on donne la photo, on n'est plus propriétaire de cette photo. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça ? Alors, si on est propriétaire de cette photo, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est comment on va appliquer la loi. Et donc, il y a plein de choses qui vont permettre de résoudre ça. On a une loi européenne qui a été, donc le AI Act, qui a été votée au Parlement européen en juin dernier, qui est actuellement en pourparlers dans chacun des pays. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais on n'a pas de constitution en Europe, malheureusement. Et à cause de ça, on ne peut pas déployer une loi aussi facilement. Il faut qu'ensuite les lois puissent être appliquées dans chacun des pays, et chacun des pays le regarde par rapport à sa constitution. Et donc, on a fait cette loi-là, qui n'est pas encore appliquée, donc, et dans laquelle il est indiqué que lorsqu'une IA est utilisée, il faut le signaler. Le simple fait de le signaler, en fait, peut vous alerter sur l'origine du contenu et du coup vous interroger sur l'origine des photos ou des textes que vous voyez. Premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. C'est ce qu'on appelle du watermark. En français, ce serait genre une marque, un tatouage numérique, on va dire, où en fait vous pouvez, dans une image ou un texte, c'est un signal. Toujours, c'est un signal. C'est-à-dire qu'une photo, ça peut être un signal, un texte, ça peut être un signal. On peut tout transformer d'un objet en 3 dimensions à un signal. Et on peut, dans ce signal, mettre en fait un petit signal qui est difficile à décrypter et qui va permettre d'identifier l'origine, ou en tout cas la validité en fait, du contenu, et de pouvoir spécifier si ce contenu a été modifié ou pas. Parce que même si la loi vous impose de dire que ça a été généré par une IA ou aidé par une IA, il y a des gens qui ne le mettront pas. Donc on peut imposer ça. Voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles il va falloir travailler. Justement, je rebondis là-dessus. Les photographes, par exemple, de presse ont peur d'être remplacés par des IA, que leurs photos soient usurpées. J'ai entendu parler d'une technologie dans des appareils photo. C'est ce dont vous parlez de signal, de marquer le signal de la photo pour dire cette photo a vraiment été prise. Exactement. Elle est vraiment, c'est un petit signal qu'on met qui est difficile à encrypter et qui permet, en fait, c'est un petit encodage pour donner la validité. Et pour les photos de presse, c'est un très bon point, parce qu'en fait, il y a eu un micro-scandale il y a 2-3 semaines où Adobe avait mis en vente des photos de bombardements à Gaza qui ont été générées par l'IA. Mais c'est écrit, généré par l'IA. Enfin, il y a pas de. Sauf que, il y a des gens qui peuvent reprendre ces photos et les mettre dans des journaux ou les mettre dans un site web ou les mettre sur Instagram. Enfin, peu importe. Ne spécifiant pas que ça a été généré par une IA, et ça montre une scène qui n'a pas existé. Ou en tout cas, pas sous la forme qui est montrée là. Et donc, les journalistes de presse, encore une fois, les reporters et les photographes de presse, ils ont un métier d'avenir, parce qu'en fait, ils vont pouvoir capturer quelque chose de vrai, et on va arriver justement à identifier la véracité de ces contenus à travers ces idées de watermarking, en fait, qui peuvent labelliser, mais de manière très, très difficile à décrypter, en fait, la validité du contenu. Et nous, nos photos, quand moi, sur une application, j'ai envie de me vieillir de 50 ans, que je mets ma photo sur l'application, elle va où cette photo ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça risque des choses ou pas ? Alors, c'est intéressant parce que... les photos, c'est vague, ça dépend où vous le mettez. Il faut regarder les conditions générales d'utilisation qu'on ne lit jamais. Mais par exemple, je peux vous dire une chose. Bon, déjà, moi, je dis toujours à mes amis, mettez pas de photos perso sur Internet. C'est pas seulement sur le fait où va la photo, c'est que une fois que vous la mettez sur Internet, les gens peuvent faire des screenshots, la sauvegarder. Puis voilà, moi je mets rien de perso, je mets que des trucs pro et voilà, les gens connaissent pas ma vie, je mets même pas mes animaux. Voilà, donc voilà, et moi je suis très j'aime bien avoir mon petit jardin secret. Maintenant, concernant ChatGPT, vous parliez de ChatGPT, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les textes que vous mettez dans la petite fenêtre où vous tapez votre requête, c'est une fois que vous rentrez ces textes-là, peu importe ce qui est fait avec ce texte par ChatGPT, ça peut être une traduction ou une reformulation ou répondre à une question, ce texte-là va rentrer dans la base de données d'entraînement de ChatGPT. Et je vous dis ça parce que mon co-auteur Yannick Nyanga, d'un de mes derniers livres, avec qui j'écris donc sur la data et le sport, me dit « Ah mais Aurélie, c'est génial, c'est ce qu'on va faire pour que notre livre, on va le traduire en anglais, on va le mettre dans ChatGPT, il va nous donner une traduction en anglais. » Je dis « Bon alors déjà on va se calmer. »
Je lui dis, en fait, pas du tout, parce qu'une fois que tu donnes ton texte à ChatGPT, il le possède dans sa donnée d'entraînement. Moi, j'ai pas envie qu'il ait notre livre dans sa donnée d'entraînement. Tu donnes en fait ta propriété. Enfin, tu donnes l'usufruit de cette propriété. Je dis, je peux pas faire ça. Je dis, en plus, il y a quand même des outils professionnels. D'ailleurs, Google Translator, business, version professionnelle. Voilà, je veux dire, moi, j'ai la version professionnelle. Il te fait un très bon boulot. Et alors après, je vous rassure, il faut travailler la traduction parce que la traduction, elle est quand même, voilà, c'est pas, il faut la travailler. Encore une fois, l'humain intervient quand même derrière. Mais complètement. Tout simplement parce que c'est pas un métier de traducteur dont on a besoin aujourd'hui. C'est un métier d'interprétateur. Comment dire, interprétateur ? Interprète. Ouais, interprète, voilà, pardon. Interpreter, ouais, interprète. Parce que, en fait, la traduction, quelle qu'elle soit, à des fins de diplomatie, à des fins de littéraires et autres, c'est de l'interprétation. C'est-à-dire que passer d'une langue à une autre, c'est pas de la traduction littérale. La plupart du temps, c'est pas ça. C'est de l'interprétation des propos. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour ça, il faut mettre de l'émotion, vraiment. C'est parfait, vous m'avez lancé sur les livres. J'en profite, du coup, vous avez écrit le dernier livre en date, donc Data et Sport, la révolution, où vous parlez beaucoup avec Yannick Nyanga, donc ancien rugbyman, qui est au Racing 92, de la data dans le sport. Pour une petite question là-dessus, on a de plus en plus de data dans le sport maintenant. On a l'écran avec voilà, les buts qui auraient été censés être marqués, le nombre de sprints, etc. Comment on fait pour ne pas perdre l'émotion du sport ? Alors c'est un point important, c'est un peu notre fil rouge dans le livre, c'est de dire avec Yannick que quand la data est bien utilisée, et pas que dans le sport d'ailleurs, le sport est quelque part un prétexte dans le livre. C'est la data, l'algorithmique, l'IA, peu importe, peut révéler ce qu'il y a de plus humain en nous. Et dans le sport, typiquement, il y a eu des dérives aussi, c'est-à-dire qu'on a tellement de data, on a tellement de choses qu'on a eu plusieurs conséquences négatives. Il y en a plein, je vous en ai quelques-unes. La première, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la data, mais que l'application au sport, la perte, l'homogénéité du sport, c'est-à-dire qu'on a tendance, si tout le monde s'appuie sur les mêmes datas et qu'on a les mêmes stratégies sportives, à la fin, il n'y a plus de suspense, grosso modo. Deuxièmement, c'est la perte d'esprit d'équipe. Les sportifs, ayant de plus en plus de data les concernant eux et uniquement eux, ne s'intéressent plus aux data collectives. Ils recherchent la performance individuelle. Or, on sait que dans des sports d'équipe, ce qui compte, c'est l'équipe. Deuxièmement. Et troisièmement, c'est un autre exemple, c'est la perte de l'instinct. Les joueurs, en particulier les jeunes, parce qu'ils sont nés avec la data, veulent de la data pour décider, pour orienter leurs décisions, et n'écoutent plus leur instinct, leur intuition. Et en fait, c'est un énorme problème parce que ce qui se passe souvent sur un terrain, ou même dans la vie en général, dans nos vies, l'instinct joue une part importante de nos décisions sans même s'en rendre compte. Et que si on ne fonctionnait que sur un raisonnement analytique pour prendre des décisions, la vie serait ennuyeuse. Voilà. Ça serait un peu triste. Voilà, et donc c'est un peu tout ce qu'on explique. On utilise le sport comme un prétexte, et en plus Yannick raconte sa vie, ses expériences, parce que lui, il le dit souvent, il dit si j'avais 18 ans aujourd'hui, j'aurais peut-être pas été sélectionné dans l'équipe de France parce que j'étais hors norme. Le fait d'être hors norme, c'est aussi un problème avec ces modèles, parce que ces modèles, on va tendre vers les moyennes, ce qui marche en moyenne. Du coup, si vous êtes hors norme, vous n'allez pas pouvoir être détecté. De la même manière, mais après, il y a des points positifs. Par exemple, Yannick, il dit il a eu une grosse blessure dans sa carrière au genou, où tout le monde lui disait ta carrière est finie. Et en fait, en un an, grâce à la data, grâce à un entraînement orienté par la data qui lui disait quoi faire, comment faire, avec toute une équipe de coachs, nutritionnistes, des kinés qui étaient éclairés par cette data pour mieux prendre des décisions sur Yannick, en un an, il est revenu comme avant, et il est revenu dans l'équipe de France. Et ça, c'est quand même une belle... Et pour la petite histoire, il y a eu ce match magnifique où Yannick, c'est son premier match en équipe de France. Moi, j'ai la chair de poule en y pensant, où on le voit pleurer entre ses deux meilleurs amis qui sont Dimitri et Frédéric Michalak. Comme quoi, même avec beaucoup de data, on a encore de l'émotion dans le sport. Toujours sur la data, on a à Pau un jeune homme qui s'est servi de l'ouverture publique des datas du réseau de transport local pour créer une application et permettre aux usagers de trouver facilement leur arrêt de bus au plus près de chez eux. Cette ouverture des datas, ça représente quoi ? C'est une ouverture au public ? Est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'au contraire, il faut tendre vers ça ? Alors, il faut tendre vers ça en considérant, bien sûr, le risque associé. C'est-à-dire qu'on ne mettra jamais
en open data, ouvert, partagé, des data qui remettraient en question la sécurité nationale, ou le secret médical, ou le secret de l'entreprise. On va mettre en partage des données qui sont au bénéfice de tous et qui peuvent nous aider, parce qu'en fait, quand vous partagez des data sur des plateformes, c'est pas open bar, c'est-à-dire que c'est pas vous prenez des data et vous partez avec. Non, vous enregistrez, vous prenez des data et vous avez le devoir, l'obligation de rendre ce que vous avez fait avec ces data. Donc c'est important. Et donc typiquement, ce qu'a fait ce jeune homme, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, il a utilisé des datas pour pouvoir... Moi, je dis toujours, l'État, ou même une société, n'importe qui, on ne peut pas avoir les meilleurs talents sur tout, et on ne peut pas penser à tout. Et donc d'utiliser en fait l'intelligence collective pour créer des outils, on l'a vu avec le Covid Tracker et autres, qui ont été possibles parce qu'on a ouvert ces datas. Un point, par exemple, important, c'est qu'à partir de janvier, je crois, Météo France va ouvrir ses datas. Et vous vous rendez pas compte de l'impact en fait sur la recherche, parce que ça faisait très longtemps que les scientifiques, et pas que les scientifiques, réclamaient que ces données soient... Donc les données, c'est des données à court terme, donc ça va être des données température, direction des vents, etc. Puis ça va être des données de long terme, ce qu'on appelle des données climatologiques, qui servent beaucoup à la recherche pour le climat, mais pas que. Ça va aider pour des agriculteurs, ça va aider pour la forestation, ça va aider toutes ces choses-là en fait. Et donc le fait qu'ils ouvrent leurs data à partir de janvier, ça aurait dû être fait il y a très longtemps, mais après, il y a plein de raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait. Ça a pris du temps de mettre l'infrastructure en place, parce que c'est aussi une infrastructure à mettre en place. Et une collecte de données, peut-être aussi, parce que ça représente beaucoup d'informations. Ils ont les données. Après, c'est pas sûr qu'elles soient bien organisées, bien structurées, et bien dans des bases de données, mais c'est normal. Je veux dire, si on va chez n'importe qui ici, et qu'on ouvre le tiroir de votre bureau ou de votre cuisine, je pense pas que ce soit super bien rangé. Donc on va vous dire, bon, laissez-moi un petit peu de temps de ranger, et après, vous pouvez ouvrir le tiroir. C'est un peu ça, en fait. Et c'est normal, c'est normal. Donc c'est une bonne chose que cette open data. Bien. Vous avez résumé tout ça très bien avant qu'on passe aux questions. Tout ça dans un petit livre. Vous pouvez nous en parler rapidement. C'est très court. Ça s'appelle « Algorithme bientôt maître du monde ». Point d'interrogation. Très important. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots ? Alors c'est une collection chez La Martinière Jeunesse qui s'appelle ALT. Et l'idée de cette petite collection que j'aime beaucoup, c'est on nous donne une question que des jeunes entre 15 et 25 ans se posent, et on doit y répondre en 30 pages en parlant à ces jeunes. Et pourquoi j'aime bien ? Parce qu'en fait, déjà, c'est répondre à des questions qu'on n'a pas forcément pensées. Par exemple, il y a d'autres questions, c'est s'informer à quoi bon, voilà, des choses comme ça où les jeunes peuvent se poser pourquoi s'informer, ça sert à rien, enfin voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une collection qui est destinée aux 15-25 ans, mais qui en fait marche pour tous les âges. Parce que c'est 30 pages, parce que c'est hyper ludique. Et puis moi, j'ai choisi le fil de la science-fiction, parce que je suis une fan de science-fiction. Et donc, j'explique que dans la science-fiction, il y a des choses qui sont arrivées, des choses qui ne sont pas arrivées, des choses qui arriveront, des choses qui n'arriveront jamais. Voilà. Et de partir de la science-fiction pour casser un peu les mythes et puis se rendre compte que la science-fiction a plein de choses à faire pour nous éblouir et nous faire rêver ou nous faire peur, mais qu'il faut pas non plus trop la translater dans la réalité, parce que c'est de la fiction quand même. L'intelligence artificielle, les algorithmes, c'était dans la science-fiction il y a quelques années, dans les films. Aujourd'hui, on vit avec. Faut pas s'en inquiéter, du coup ? Non, il faut s'en inquiéter comme tout, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il y a des menaces, des bénéfices. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est être dans une position de rejet épidermique ou d'adoption aveugle. C'est ça que je dis toujours. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier des gens qui ont des discours tranchés. Si vous avez des gens qui vous disent de toute façon la fin de l'humanité c'est évident, dans 5 ans on n'aura plus de job, et voilà, non, ça va pas se passer comme ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour le travail, je pourrais en parler pendant des heures, et j'en parle dans le livre d'ailleurs. Je parle du travail, je parle de différents angles en fait, sur le climat, sur le travail, sur la démocratie, sur la division entre des individus au sein de la société, donc la remise en question du contrat social, etc. Mais c'est toujours beaucoup plus subtil que ça ne paraît. Et puis, comme dans toutes les évolutions, les arrivées de nouvelles technologies où il y a de l'argent, donc du pouvoir, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le monde, et voilà. En fait, il y a toujours des gens qui vont l'utiliser pour défendre leurs intérêts. Donc il y a forcément des conflits d'intérêts dans tous les discours que vous entendez. Et moi-même, j'en ai, c'est normal. Je veux dire, moi, je développe des technologies, je ne veux pas que les gens en aient trop peur, sinon... vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a eu la présidente de la Commission européenne qui a repris une citation d'une lettre publiée en mars dernier qui demandait une pause de 6 mois sur les développements en intelligence artificielle et qui disait, voilà, elle dit il faut qu'on agisse à l'échelle européenne, sinon l'IA va tendre vers l'extermination de l'espèce humaine. J'ai envie de dire, meuf,
Enfin... Et moi, je suis en train de finir ma levée de fonds, là. Donc, je peux vous dire qu'après, j'étais face aux investisseurs, je dis, bon, alors déjà, on va déconstruire la croyance. Voilà. C'est compliqué pour nous, après. Que ce soit des chercheurs dans le public, des scientifiques, des ingénieurs ou des gens dans le privé, c'est dur, après, d'essayer de déconstruire tout ça. Et je parle de Ursula von der Leyen, mais elle est très bien. Il y a des gens qui sont vraiment bien pires et qui ont vraiment des mauvaises intentions et qui disent ça. C'est compliqué, en fait. Parce qu'en fait, ça nous empêche d'avancer, alors qu'on peut avancer en faisant attention. Et en faisant en sorte, parce que, en fait, tout ce qu'on vous dit sur l'extermination, sur la fin du monde et tout, en fait, ces gens qui vous disent ça, c'est purement politique, c'est à des fins marketing, parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais problèmes déjà que nous, on tacle, qui sont des problèmes de discrimination technologique, le fait qu'une technologie va traiter différemment les individus. Je vous parlais des algorithmes de reconnaissance faciale qui ne reconnaissaient pas les peaux noires, ce qu'on appelle de la discrimination technologique, parce qu'on a mal pensé l'algorithme initialement. On a aussi des enjeux écologiques, c'est-à-dire que pour faire construire ces modèles, on utilise beaucoup d'énergie, on va utiliser des serveurs pour stocker ces données, pour créer des câbles, ou même des ordinateurs, des serveurs, des téléphones portables, on va extraire des matériaux, des matières premières. Toutes ces choses-là, il y a un impact écologique, donc comment on minimise ça ? Voilà. Et puis le troisième enjeu, c'est l'enjeu sociétal, et en particulier sur le travail, et en particulier un aujourd'hui qui s'appelle le digital labor, qu'on traduit en français par les travailleurs du clic. Tous ces hommes et ces femmes qui, à travers le monde, souvent dans des pays émergents, sont payés trop bas, trop peu, dans des conditions souvent inacceptables. Au Kenya, ou parler de ChatGPT, on sait que ce sont des Kenyans qui ont travaillé sur les jeux de données pour les annoter, pour écarter les datas qui n'étaient pas correctes, etc. Voilà, c'est une exploitation. Il y a des humains derrière qui sont exploités aussi pour faire ces modèles. Donc c'est prendre conscience de tout ça. Et aujourd'hui, il y a des solutions pour ces problèmes-là dont il faut parler. C'est ça dont il faut parler aujourd'hui. C'est quoi les solutions alors ? Alors les solutions, l'énergie, c'est de faire des modèles qui consomment le moins d'énergie possible, et ça c'est possible en allant chercher en fait plus d'explicabilité, c'est-à-dire que le modèle en fait plus il va être opaque, plus il va consommer de l'énergie parce qu'on va devoir lui donner beaucoup de données. On va aussi chercher à regarder le coût de ce modèle, par exemple le coût de la décision. Si vous faites un modèle et vous doublez le nombre de paramètres, mais au final pour gagner 3% d'exactitude sur la réponse de l'algorithme, c'est pas très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? De la même manière, si vous faites un modèle avec 300 milliards de paramètres à optimiser pour à la fin identifier un chien sur une photo, on peut voilà. Par contre, si c'est pour identifier une tumeur ou une maladie, ça peut servir. Vous voyez, c'est ça, réfléchir à ça. La discrimination technologique, c'est ce qu'on appelle avoir de la gouvernance algorithmique, c'est-à-dire de bien formuler le problème, de bien tester les jeux de données, de tester l'algorithme correctement, d'avoir ce qu'on appelle du backtesting, des algorithmes qu'on va tester une fois qu'ils sont utilisés, parfois par des millions d'utilisateurs. Ça, c'est pas imposé par la loi encore aujourd'hui. Ça va l'être, mais ça l'est pas encore. Donc toutes ces choses-là, le faire. Et puis le digital labor, c'est tout simplement, en fait, d'avoir une transparence là-dessus et ne pas aller exploiter de la main-d'œuvre pas chère dans des conditions inacceptables dans des pays émergents. On peut les faire travailler, les gens, à l'autre bout du monde, mais il faut bien les payer et leur donner des conditions acceptables, quitte à augmenter après le prix de la technologie une fois qu'elle est utilisée par les gens, parce qu'une technologie gratuite, ça ne marche pas comme ça. Enfin, c'est plus complexe. Voilà. Merci beaucoup Aurélie Jean.